Bonjour et merci d'être présent à cette émission de la capsule divertissement, toujours en compagnie de notre animatrice Jocelyne Courrier. Bonjour! Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aller explorer l'origine de certains mots. Exactement, c'est toujours intéressant parce que lorsqu'on veut pas, on parle, on écrit, on s'arrête pas vraiment à l'origine des mots, on écrit. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça fait voir les choses sous un angle différent. Puis après, moi, je trouve que après qu'on connaît l'origine d'un mot en particulier, on dirait que le mot prend une autre tournure, ça n'a pas la même signification. Je trouve ça super intéressant. Puis vous allez voir qu'il y a des mots intéressants, peut-être des nouveaux mots aussi. Puis c'est très intéressant de connaître les histoires. Ouais, puis il y a des mots, on penserait pas que ça vient vraiment de cette façon-là. Là. Je pense par exemple, ça c'est Richard Desjardins qui ramène ça dans une de ses chansons, là. Comme le mot travail. Ben, ça vient de tripalium qui veut dire torture, t'as chômage qui veut dire se reposer pendant qu'il fait chaud. Fait que, tu Oh! sais, il y a des mots qu'on a aucune idée. Hey, c'est ça que ça voulait dire dans le temps. C'est très intéressant. Je connaissais pas ces significations-là. Puis c'est ça, ça arrive même des fois. C'est ça qu'il y a des mots. Le sens d'origine est tellement différent du sens d'aujourd'hui. Ça évolue en des mots aussi. Ah, ben c'est intéressant. Donc, on commence avec alopécie. C'est un mot que j'ai déjà entendu, mais que j'ai jamais utilisé. Alors, l'alopécie, c'est pour signifier une perte de cheveux ou de poils. Donc, ça vient d'où? Ça vient du grec ancien. Et j'ai trouvé ça intéressant, c'est que ça vient du mot grec alopex, qui signifie renard. Pourquoi? Parce que une fois, ben ça, je l'ai appris honnêtement, une fois par année, le renard perd ses poils lors de la mue. Donc, veut pas, autrefois, les gens observaient beaucoup la nature et se basaient là-dessus un peu, des fois pour construire des mots. Donc, c'est de là que ça vient, finalement, le mot pour symboliser la perte de cheveux, ça vient du renard qui perd ses poils, sa mue annuelle. Pour moi, ils n'avaient pas de chien domestique dans ce temps-là. Fait que le renard devait être le seul animal qui s'approchait le plus d'eux autres. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, peut-être on est plus habitué avec les animaux domestiques, mais à ce moment-là, bon, les gens étaient peut-être plus près de la forêt, de la nature aussi, donc c'est intéressant. La boucane, celui-là vient de l'amérindien. Oui, ben ça m'a surpris. Bon, c'est un mot, je vais le dire parce qu'on a peut-être des auditeurs d'Europe, ça veut dire fumer, nous on le sait. Donc, de la fumée. Ça vient de l'amérindien bocane, qui est en fait un grille de bois pour faire du fumage de la viande, par exemple. Puis, ce qui est intéressant de ce mot-là, c'est que des fois, il y a des dérivés. Hein? On peut avoir un mot qui devient une expression. Donc, faire du boucan, un boucan d'enfer, c'est quelque chose qu'on entend. Puis, c'est un bon exemple c'est quelque chose que je me suis jamais arrêtée à penser, du boucan, ça veut dire quoi? Donc, ça vient un peu avec notre histoire de grille pour le fumage. C'est qu'autrefois, les fameuses cabanes dans lesquelles on faisait le fumage de la viande, on appelait ça justement boucan. Puis, semble-t-il qu'à l'époque des Européens, ces lieux-là étaient très fréquentés par les pirates et les déserteurs, qu'on associait beaucoup à la vie de débauche. Donc, on voit un peu le lien, là, faire du boucan, c'est avoir une vie un peu de débauche, bordélique, faire du vacarme. Donc, on voit à quel point un mot peut avoir évolué jusqu'à devenir une expression. C'est d'origine amérindienne. Est-ce qu'on sait de quel... parce que des Amérindiens, bon, il y a plusieurs, tu sais, t'as des Iroquois, t'as de l'Algonquin, Oui, Micmac, tout ça. Est-ce qu'on sait si ça vient de, je sais pas comment on le dit, là, mais... on parlait vraiment des peuples autochtones plus au sud, vraiment comme dans le coin des Caraïbes, tout ça. Ça m'a OK. surpris parce que Oh, ça vient de loin de nous autres, ça. ouais, puis j'avais jamais vu associer le mot amérindien avec Caraïbes et tout ça, mais c'est vrai, c'est des peuples autochtones autrefois qui peuplaient l'Amérique, tout ça. C'est sûr qu'eux autres devaient être là aussi, j'imagine, là, assez tôt dans l'histoire, donc. Ben oui, bien avant nous. Alors, et il y a beaucoup de mots comme ça, et on disait aussi que c'était beaucoup utilisé dans l'acadien. Donc, des fois, chercher l'origine d'un mot, ça peut être un peu complexe parce que les étymologistes qui travaillent là-dedans, parce qu'un mot peut avoir une origine ou deux, trois hypothèses, c'est pas toujours simple.
Le prochain, on en a tous sur le dos, les chandails. Les fameux chandails. Donc, ça vient du latin. Bon, évidemment, un chandail, un gilet porté. Bon, on sait c'est quoi un chandail. Ça vient d'où? Ça vient des marchands d'ail. Des marchands de légumes bretons. Ils allaient vendre leurs légumes dans les halles de Paris. C'est une espèce de marché. Donc, ils vendaient des légumes, dont de l'ail. Et semble-t-il que ces vendeurs-là portaient des chandails, finalement. Puis, je ne sais pas si c'est la première fois que les gens voyaient ça ou si c'était pas habituel. Donc, ils portaient leur espèce de tricot épais. Puis, donc, c'est devenu chandail, champ pour marchand. Donc, on a coupé une partie du mot, chandail. Donc, des marchands d'ail. Je trouve ça vraiment joli comme origine. Ouais. Le prochain, ça, c'en est un, j'aurais jamais imaginé que c'était ça avant, là. Le chocolat. Oui, ça nous vient, merci aux Aztèques, ça nous vient d'eux. Bon, à l'origine, c'était une boisson piquante et amère faite par le peuple aztèque. Ça vient de l'aztèque xocolate. Je suis pas sûre que mon aztèque est à point, honnêtement. Je le pratique pas souvent. Donc, ça vient d'un mot aztèque qui veut dire eau amère. Donc, à l'origine, c'était beaucoup moins sucré qu'aujourd'hui, le chocolat. Et d'ailleurs, si vous prenez du chocolat noir, du chocolat, on peut avoir même je pense, du 99% ou même du 80%. Ouais, à 80, ça commence à être... 70, j'ai pas de problème. 75 aussi. Hein. 80, là, il commence à faire grimacer un peu. 80-85, là, moi, personnellement, ça manque de sucre un petit peu, là, parce que j'aime bien le chocolat au lait. Là, donc, à l'origine, c'était ça. Puis, ça a été rapporté ensuite en Espagne par les conquistadors espagnols. Donc, c'est particulier. Je crois que le cacao, il vient en partie de l'Amérique latine. Oui, je pense aussi. Donc, probablement qu'il se servait du cacao dans ces boissons-là. Bien, il devait probablement faire ces boissons-là, je veux dire, justement avec le cacao. Exactement. Puis, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais pris les espèces de cannes de cacao, pensant que... J'ai pris une cuillère pensant prendre de la poudre comme du Quick. C'était pas exactement ça. C'était pas mal plus amer. Le prochain, ça aussi, ça, je vois pas le lien, là. Probablement que tu vas nous le dire, là. Le coquelicot. Ça a rapport avec le chant du coq. Oui, quand on y pense, c'est un mot assez particulier, coquelicot. Ça vient de l'ancien français. Donc, évidemment, c'est les espèces de fleurs, semble-t-il, que je connais pas les fleurs, mais un pavot sauvage rouge. Donc, évidemment, pour honorer nos vétérans, le jour du souvenir. Et donc, ça vient d'où? C'est que la couleur rouge vient de l'espèce de la crête du coq, qui est un rouge vif. Donc, ça rappelle cette espèce de fleur-là. Mais c'est quoi le rapport avec le coq? C'est que c'est une espèce d'onomatopée du cri du coq, coq-carico. Donc, on voit déjà coq-carico, coquelicot. Donc, comme l'espèce de fleur ressemblait à la crête du coq, on a fait un rapprochement avec le coq et finalement son cri, coq-carico. Ça vient de loin finalement, donc ça vient de là. Je l'entendais quand on prononce coquelicot, justement, coudon, ça sonne comme le coq, mais je pensais pas que ça venait vraiment qu'il y avait vraiment un rapport avec le Ben, honnêtement, là, je veux dire, en faisant les recherches, la plupart des mots, j'ai appris d'où ça venait parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend nécessairement. C'est intéressant. Le prochain, on va changer quelques lettres à la fin du mot, la coqueluche. Oui, on est quand même prêt, hein? Ça vient du latin. Bon, évidemment, c'est une infection respiratoire contagieuse. Ça vient du latin cuculum, qui veut dire capuchon. Capuchon, c'est une espèce, une capuche, aujourd'hui, on dit plutôt ça, parce que à l'origine, les personnes qui souffraient de coqueluche avaient des lésions, par exemple, au visage, et ils portaient un espèce de capuchon pour cacher un petit peu, dissimuler un peu leur visage, les lésions, tout ça. Donc, c'est ainsi que capuchon, comme en latin, c'est cuculum, ça a finalement viré coqueluche. Je sais que j'entendais des fois, on me disait, bon, on appelle ça la coqueluche parce que quand la personne tousse, t'as l'impression d'entendre justement, ça fait comme un coq, là, mais personnellement, j'ai entendu du monde tousser comme ça, puis j'ai jamais remarqué que ça pouvait vraiment s'approcher de ça. Là. Fait que de savoir que ça n'a aucun lien avec le coq,
Oui, oui, vraiment. Pourtant, ça se rapproche de notre coquelicot de tantôt. La cravate. Oui, celui-là, très intéressant. Ça vient du slave. Bon, une cravate, on sait c'est quoi. Ça vient du mot croate. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il y avait les mercenaires, c'est des soldats qui travaillent pour des pays étrangers pour de l'argent, finalement. Donc, il y avait des mercenaires croates qui travaillaient pour la France, pour Louis XIII, Louis XIV. On parle du 17e siècle. Donc, ces espèces de cavaliers croates étaient très réputés, hein, semble-t-il. Ils portaient une espèce de foulard autour du cou. Bon, évidemment, on voit le lien avec finalement, c'est devenu une cravate, une espèce de foulard autour du cou. Donc, ça vient de mercenaires croates, la cravate. Eh bien. Le prochain, un crétin. Oui, c'est un mot qu'on utilise évidemment pour signifier la stupidité, quelque chose comme ça. Ça vient d'une région de Suisse et je trouve l'explication très intéressante, c'est qu'il y avait les Suisses valaisans. C'est des Suisses qui vivaient en montagne sur les crêtes. Ils buvaient de l'eau, mais de l'eau pure, de l'eau de pluie vraiment très, très pure ou de l'eau de rivière pure. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'iode et de minéraux. Tu sais, on entend parler parfois enrichi de minéraux et d'iode. Ouais. Donc, comme il n'y avait pas d'iode et de minéraux, ces gens-là souffraient de carences, entre autres en iode, et ça provoquait une maladie qu'on appelle le crétinisme. Ça nous fait sourire, hein, parce que crétin est utilisé de tellement de manières. Donc, ça a amené des malformations, des retards intellectuels. On voit le lien, toutes sortes de symptômes, finalement, et avec le temps, c'est devenu... une insulte. Crétin, parce que malheureusement, ces gens-là souffraient parfois de retard intellectuel à cause des effets du manque d'iode. Crétinisme, c'est-tu un mot qui est encore utilisé, ça, dans le domaine médical, sais-tu? Ou c'est un mot qui a été oublié, on pourrait dire? Bonne question, parce que maintenant, je sais que ça cause entre autres le goitre. Peut-être qu'on utilise plus ce mot-là. C'est un problème justement lié au manque d'iode. Puis peut-être qu'on utilise davantage ce mot-là pour signifier, parce qu'honnêtement, crétinisme, je me souviens pas avoir vu ça d'un livre de médecine. Puis moi, je pense pas avoir déjà entendu ça non plus. Hein. Donc, ouais, puis surtout maintenant, ça a tellement une connotation très négative. Ben, c'est ça. Donc, je pense pas que c'est on l'entend plus comme une insulte que comme une explication à quelque chose. Exactement. La famille, ça, c'en est un que je pensais pas que ça venait de... Oui. Qu'on disait, des fois, un mot peut vouloir dire pratiquement son contraire, famille. C'est pas mal ça ici. Oui. Donc, ça vient du latin. Bon, évidemment, c'est la définition d'aujourd'hui, des gens qui vivent sous le même toit. Ça vient du latin famulus, qui veut dire serviteur. Donc, à l'origine, à l'époque romaine, ça voulait dire, ça désignait les serviteurs et les esclaves qui vivaient sous le même toit. Alors, moi, ça m'a fait rire parce que parfois, on entend des parents dire à leurs enfants, adolescents, je suis pas ton esclave, et finalement, il y a quand même une signification à ça. Ouais. Alors, c'est quand même particulier. Il me semble que tu te fais dire ça, je suis pas ton esclave. On va voir d'où vient le mot famille, puis tu reviendras après me dire. Ouais, ben c'est ça, on vient de donner un sens de répartie aux gens. Là. Si vous faites dire ça, ben vous savez quoi répondre. Le prochain, puis déjà, il y en a d'autres mots d'ailleurs que les Anglais sont venus chercher chez les Français. Ça, c'en est un. Flirter. Flirter, oui, ben ça vient du vieux français et de l'anglais. C'est intéressant. Pourquoi les deux? Bon, la signification, peut-être, je sais pas si c'est utilisé partout. Ça veut dire séduire ou croiser quelqu'un. Donc, l'origine, c'était compter fleurette. Le fleurette, c'est une petite fleur, donc dire des jolis mots, des mots galants, romantiques, etc. Et à l'origine, c'était français, donc un dérivé de compter fleurette. Mais ensuite, les Anglais ont pris ce mot-là pour faire le mot flirt. Flirt, qui est un mot anglais qui veut dire aussi séduire, etc. Et ensuite, on a repris, nous, le mot flirt des Anglais, qu'ils avaient pris de nous, les Français, pour faire flirter. Donc, c'est un mot qui a quand même beaucoup voyagé pour prendre aujourd'hui sa forme. Flirter, ça veut dire, comme en anglais, flirt, séduire quelqu'un. Puis, c'est vraiment particulier que ça a voyagé comme ça.
Le prochain, c'est le fun de voir d'où c'est que ça vient, la grève. Oui, ça pareil, ça m'a vraiment surpris. Ça vient du latin, donc cessation collective du travail. Ça vient de la place Grève à Paris. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Paris, ce serait la place de l'Hôtel de Ville. Donc, pourquoi? Parce que c'est près du quai de la Grève. Donc, il y a une espèce de grève là. Et donc, place de la Grève à Paris. C'est un endroit. Et en fait, les travailleurs se rencontraient là. Les personnes qui recherchaient un emploi se ramassaient là, à la place de la grève, et les employeurs aussi, parce qu'ils savaient qu'il y avait des employés potentiels là. Donc, tous ces gens-là se réunissaient à la place de la grève et les gens trouvaient du travail. Et ça a quand même dérivé parce que après ça, c'est devenu le lieu de rencontre des personnes qui n'étaient pas satisfaites de leurs conditions de travail. Donc, quand les gens n'étaient pas contents, qu'il y avait des revendications, ils allaient encore une fois se réunir à la place la grève à Paris. Donc, aujourd'hui, c'est devenu une grève lorsque des employés sont mécontents des conditions de travail, etc. Dans le fond, ça vient carrément ben, je dis ça, tu sais, parce qu'il y en a des endroits ici, on va se retrouver sur la grève, là. Oui. Tu sais, ça a l'air avec des plages en gravier, j'imagine, là. Parce que je l'ai pas vérifié, là. Oui, honnêtement, moi non plus, qui- mais oui, ça doit être parce qu'on le dit sur la grève, on l'utilise beaucoup ici en Gaspésie, là. Donc, Puis, la place de la grève, ça devait être probablement la place grève à Paris, ça doit probablement être un endroit, justement, peut-être ben, je sais pas si c'est en bordure de plage, là. ben Mais un exactement, endroit on comme ça. disait que c'était près d'un quai, et donc il y avait forcément une grève. Donc, Donc, ça doit être ça. Donc, à l'origine, le mot, finalement, venait d'une grève, d'une Mm. plage. Ça vient de loin. Ouais. L'ours. Voilà, l'ours, c'est en latin. Bon, on connaît les ours. Ça m'a fait sourire parce que les gens, autrefois, étaient très superstitieux. Ben, ils sont encore, hein. Et autrefois, les gens avaient très peur des ours. Donc, et par superstition, les gens évitaient de prononcer son nom. Parce qu'ils se disaient que s'ils prononçaient le nom de l'ours, ça allait les attirer. Un peu comme, je sais pas, j'ai eu un flash du film Betelgeuse, là. Il fallait éviter de dire certains mots pour pas attirer ce qu'on craint finalement. Donc, on évitait d'utiliser le mot ours et on utilisait plein d'expressions pour désigner la même chose, entre autres le brun. Et d'ailleurs, c'est un nom de famille, hein, le brun. Ouais. Et donc, on disait le brun pour ne pas nommer celui qui ne doit pas être nommé. Là, je suis quasiment je pense, dans Harry Potter. Ouais. Donc, on nommait indirectement. Et d'ailleurs, dans d'autres langues aussi, semble-t-il que les gens étaient très superstitieux. En bulgare, on appelait l'ours le mangeur de miel. On ne voulait pas dire le mot ours. Alors, c'est vraiment intriguant quand même de voir là, Pauvre lui, c'était donc bien mal vu de dire son nom d'espèce. Oui, hein, c'est beaucoup de préjugés sur les ours. Mais il me semble que ça finirait par le nommer, lui donner un nom particulier. Monsieur un tel arrive, là, mais ça s'adresse à l'ours. Mais je pensais pas honnêtement qu'il y avait autant de craintes. Bien évidemment, c'est un animal qui peut être dangereux, là. Mais je pensais pas à ce point-là. Le prochain, ça, je connais pas ça. Je l'ai jamais entendu. Pétrichard. Je sais pas si je le prononce comme du monde, là. Oui, Pétrichard, ça vient du grec ancien. Ça, j'étais tombée là-dessus vraiment par hasard à un moment donné. Puis je m'étais dit, ah mon Dieu, c'est vrai que ça sent comme ça après la pluie. Donc, c'est un terme qui a été quand même récent, qui a été créé en 1964 par 2 scientifiques australiens, mais ce sont quand même basés sur le grec ancien. C'est quoi le pétrichard? C'est l'espèce d'odeur qu'il y a dans l'air après une pluie, surtout s'il y a eu un temps sec. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais à un moment donné, après la pluie, quand on sort dehors tout de suite après, surtout l'été, là, il y a une espèce d'odeur terreuse dans l'air. Mais c'est ça, le pétrichard. Et puis là, maintenant qu'on l'a dit, vous allez voir que vous allez le remarquer quand vous allez sortir après une pluie. Et ça vient d'où d'ailleurs? Parce que quand même intriguant, c'est des composés libérés par les végétaux, par les bactéries. Plus précisément, c'est les plantes qui libèrent des huiles végétales.
Et ensuite, il y a aussi les bactéries qui produisent des molécules qui ont cette fameuse odeur terreuse, une odeur de terre finalement. Et aussi, lorsqu'il y a des orages, semble-t-il qu'il peut y avoir une odeur d'ozone. On a entendu parler de la couche d'ozone. Donc, c'est que la foudre, elle peut briser les molécules d'oxygène, ce qui fait que l'ozone peut se former. Puis semble-t-il que ça a aussi une espèce d'odeur. Donc, cet ensemble-là ferait qu'après qu'il y a une pluie, ça libère un peu les composés du sol qui deviennent en suspension, et c'est ça qu'on respire. Donc on vient probablement de faire découvrir un nouveau mot à plusieurs personnes. Oui, pétrichard. Moi, j'étais vraiment tombée là-dessus par hasard, puis je vous dis, après avoir lu ça, je m'étais dit, « Ah mon Dieu, c'est tellement vrai! » C'est vraiment, c'est une odeur particulière. Le prochain, ça, je m'en doutais pas mal que c'était ça, là, un ripou. Un ripou, moi, j'avais jamais fait le lien. Mais ça, on entend ça beaucoup en France, ou en tout cas dans les films français, hein. Ça, j'entends beaucoup. Hein. Oui, et comme il y a beaucoup de films, séries qui sont traduites en France, bon, on commence à être familier avec les mots français. Donc, ripou, c'est du verlan, c'est-à-dire que le mot est à l'envers. Bien évidemment, ça veut dire un policier corrompu. Et donc, c'est du verlan, c'est que ripou, si on le met à l'envers, ça veut dire pourri. Pourri, ripou. Et je m'étais jamais arrêtée à ça. Maintenant que je le sais, ça fait du sens, là, mais j'avais jamais fait le lien. Et il y a d'ailleurs beaucoup de mots de verlan comme ça, qu'on ne s'attarde pas nécessairement, mais c'est des mots qui ont été inversés. D'ailleurs, verlan, j'ai l'impression que ça l'est inversé lui aussi. Ben oui, je me suis fait la même réflexion. Verlan, ça veut sûrement dire à l'envers ou quelque chose comme ça. Là, c'est sûr que le A à la fin, j'aurais imaginé un E, là, mais tu sais, oui. Mais si on le vire à l'envers, ça pourrait faire l'envers. Oui, c'est ça. Mais oui, ripou, c'est intéressant. On termine maintenant avec un sport, le tennis. Tennis, c'est encore une fois, ça a deux origines, anglais et français. Bon, le tennis, c'est un sport de raquette qu'on connaît. À l'origine, c'est qu'il y avait des joueurs de paume. C'est aussi un sport de raquette qui ressemble au tennis. Lorsque les joueurs jouaient à la paume, lorsque venait le temps de lancer la balle pour que la personne en face soit prête finalement à recevoir la balle, ils criaient « tenez ». En français, « tenez, je vous envoie la balle ». Et l'infinitif de tenez, c'est le verbe tenir. On se rapproche de tennis et les Anglais ont transformé tenir en tennis. Ça d'ailleurs, on voit beaucoup ça, hein, une autre langue qui entend un mot et le déforme, et même avec les noms de famille, on a des noms de famille qui ne s'écrivent pas de la même manière dans différents pays, mais pourtant ça a la même origine parce que ça n'a pas été orthographié ou pas été entendu correctement. Donc, c'est un exemple. Tenir est devenu tennis. Ben, tu parles de nom de famille. Je sais pas si c'est dans les émissions Moment Patrimoine ou quelque chose comme ça, là, mais il y a un moment donné, ça parlait du nom de famille Faneuf, puis que ça venait de Farnworth, une affaire de même, là. Nom de famille Farnworth, je me semble. Fait que, c'est peut-être intéressant à faire quelque chose là-dessus. Oui, ça serait intéressant parce que des mots, moi, comme dans un moment, je m'intéresse beaucoup à la généalogie, puis à un moment donné, je cherchais mes origines au niveau de l'Écosse, l'Angleterre, etc. Puis, j'ai réalisé qu'on peut pas prendre juste le nom de famille puis faire des recherches parce que des fois, arrivé au Canada, disons que une personne s'appelait Lambert, rendu ici, ça peut être rendu Lambrette, parce qu'ils ont inversé le E et le R de Lambert. Tu sais, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Donc, oui, ça pourrait être intéressant de montrer à quel point des différences de noms, finalement, reviennent. Je sais, par exemple, qu'il y a des Couviers qui viennent de Covier aussi. Puis, il y en a au sud des États-Unis, en anglais. C'est intéressant là, de voir. Ça pourrait être un sujet intéressant, là, la généalogie. Oui, des noms de famille qu'on peut voir aux États-Unis, puis... c'est un nom francophone, ça, pas pantoute. Oui. Juste que... Quand on regarde le hockey, là, tu vois Pat Lafontaine, tu as beaucoup de noms francophones et c'est des joueurs qui sont nés dans un État américain anglophone. De parents américains anglophones, puis... là, tu dis, il y a sûrement un ancêtre quelque part. Ah, ça, c'est sûr. Oui.
T'as un ancêtre qui est arrivé en 1600 quelque chose, puis là, ben, ça s'en va dans toutes les directions. Oui, parce que je passe entre autres à Brin d'amour. C'est un anglophone, un joueur de hockey. Ça sonne très français, Brin d'amour. Ouais. Eh bien, c'est très intéressant. Il y a de quoi faire peut-être de revenir sur d'autres mots plus tard. Oui, bien, il y a déjà une partie 2 qui est en chantier parce qu'il y en avait tellement, mais là, j'ai dit, je vais commencer une partie 2 pour plus tard. Eh bien, merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.